Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. On démarre avec un acteur que vous retrouverez peut-être ce soir dans votre assiette. C'est formidable, je vous assure, formidable directeur général des Poulets de Loué qui va nous accompagner pour cette première partie de Bismart sur Sud Radio. On repart les amis, on repart avec Yves de la Fouchardière, le directeur général des fermiers de Loué. Bonjour Yves. Bonjour. Ravi de vous voir. Ouais, moi aussi. Merci d'être venu jusqu'à nous. 1100 éleveurs, c'est ça la coopérative? Oui, c'est 1100 éleveurs des petites fermes, dans la Sarthe et dans la Mayenne, autour du village de Loué. Une idée de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, je cherchais ça pour la coopérative. Alors, il est variable parce que finalement, ça dépend beaucoup du prix des céréales. Actuellement, il est plutôt en train de monter puisque les céréales augmentent. Non, mais ça, les céréales, c'est votre marge, c'est votre chiffre d'affaires. Non, les céréales, c'est ce qui nourrit nos volailles et nos poules pondeuses. Mais vous ne vendez pas des céréales? Des œufs et des poulets, c'est des céréales sur pied. Donc, plus les céréales sont chères, plus les poulets sont chers. Ah, vous arrivez à répercuter les prix? On doit le faire. Dans nos métiers, on doit le faire. On a des marges, on est centimiers, on gagne extrêmement peu d'argent. Donc, si on répercute pas les hausses quand elles viennent, il faut les répercuter à un moment ou à un autre. Actuellement, on est dans une période où on doit répercuter des hausses très importantes des matières premières. Et on l'a pas encore complètement fait, mais il faut finir de le faire. Autrement, voilà, attendez, parce que moi, je voulais parler de ça aussi, des rapports avec la grande distribution et tout ça. Là. Mais quand même, une idée du 300 millions à peu près d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. À peu près. C'est ça. Et par rapport, vous êtes la plus grande coopérative de France? Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour le poulet, oui. Dans les coopératives, il y a bien plus grand que nous. Évidemment, il y a des trucs. On est une coopérative. Justement, ceux qui font du blé, voilà. Par exemple. Les transmenciers, là, pour le coup, c'est. Oui, on parle du blé, des céréales. Oui, des céréales, voilà, tout à fait. Ouais. Mais alors, en l'occurrence, oui, peut-être dans le domaine de la volaille, on est peut-être un des plus grands et surtout le plus spécialisé puisqu'on n'élève que des volailles qui courent dehors. Que en liberté. Donc, c'est vraiment le mode d'élevage en liberté. C'est le poulet à la française. Et pourquoi à la française? Parce qu'il n'y a qu'en France qu'on élève des poulets comme ça. Ça alors? 99% des poulets élevés dans le monde sont élevés en claustration, à 20 poulets au mètre carré à peu près, pendant 35 jours. Donc c'est ça le poulet, hein. Chaque fois qu'on va à un élevage... 20 poulets dans 1 mètre carré? Oui, c'est ça, le poulet dans le monde, c'est ça. Partout dans le monde, c'est pas qu'en France, partout dans le monde, sauf en France, avec le label rouge, le poulet fermier, dont Loué, qui est l'emblème. Depuis le début, ça? Depuis 1958. Parce que vous, c'est 96, hein? Moi, je suis arrivé en 96, mais ça a commencé en 58 avec un éleveur absolument extraordinaire qui s'appelait Armand Boudvin et qui a voulu protéger ce poulet traditionnel au moment où l'agriculture s'intensifiait et a trouvé finalement l'idée de déposer un cahier des charges qui a été protégé. Et Pisani, qui était un grand ministre de l'Agriculture, a décidé de protéger ça au travers d'un label rouge, et qui est devenu... Ministre de l'Agriculture du général de Gaulle, je crois. Oui, général de Gaulle, on parle de 1960, la loi de 1960. Ça a été une très très belle histoire, belle histoire française. Mais... Ah oui, dites donc, je savais pas ça du tout. Et alors, ça veut dire forcément, ce choix vous amène à vendre plus cher. C'est-à-dire, dès le départ, il y avait cette conscience de ce qu'on appelle maintenant le bien-être animal. Absolument, le bien-être animal est quelque chose d'extrêmement important. À l'époque, on parlait pas de bien-être animal, on parlait de respecter l'instinct des animaux. Ce qui voulait dire à peu près la même chose, puisque finalement, si on respecte tous ces instincts, gratter, picorer à l'extérieur, vivre une vie de poulet, c'est du bien-être animal. Donc, vivre une vie de poulet, mais oui. Mais ça voulait dire qu'il y aurait forcément un impact sur le prix. Automatiquement, quand vous élevez des poulets avec un espace infini, puisque c'est la liberté chez nous, avec des petits lots et 3 fois plus longtemps qu'un poulet standard, évidemment, donc il coûte plus cher. Mais les Français sont pas idiots. Ils ont vu que la différence de goût était là. Un poulet fermier et un poulet non fermier, ça se voit. Ça se voit. N'importe qui le voit quand il rôtit son poulet. Quand on le met dans la poêle, on n'a pas de doute. Il y a absolument aucun doute. Et cette tradition du poulet du dimanche, du poulet partagé, de ce repas de famille, ça c'est bien français et c'est quelque chose d'assez extraordinaire et qui est resté finalement et qui nous a permis de vivre. Et en fait, ce label rouge, donc... parce que le label rouge, il touche d'autres catégories de produits. Oui, mais il a commencé avec les poulets. Il a commencé avec les poulets. Il a commencé avec Loué. Il a commencé avec Loué et nos amis landais. On était 2 à avoir démarré et on a fait grandir ce label rouge au point que maintenant, il y en a sur toutes sortes de productions. Mais oui. Donc, mais l'idée, c'était de faire une production qui soit élevée différemment et qui donne un goût supérieur. Avec un succès qui a été un succès remarquable. Incroyable, puisque 17% des poulets élevés en France sont des poulets qui courent dehors. Grâce à cette histoire. Et pourquoi il n'y a pas le même mouvement ils sont... les Américains, ils mangent du poulet, mais c'est même inimaginable la masse de poulet qu'ils mangent. Ils mangent de la chair de poulet, ils mangent pas vraiment du poulet.
Ils mangent de la chair de poulet, Oui, ils l'élaborent, ils injectent des goûts, ils utilisent ça comme un support. C'est pas du poulet. Donc, ils mangent de la chair de poulet. C'est le film avec Coluche et Louis de Funès, alors. Oui, il y a un peu de ça. Comment il s'appelait? Vous le connaissez par cœur? Le Grand Restaurant, c'est pas Grand Restaurant, non? C'était pas ça? Je sais plus. On est dans une usine de poulet, là. Et voilà. Mais il n'y a pas chez eux, parce qu'il pourrait y avoir chez eux, en plus, hygiénistes comme ils sont, un espèce de mouvement. Ah, mais hygiénistes, ils le sont, ils les font tremper dans le chlore. Ils les font tremper dans le chlore. Pour être sûr de ne pas avoir des bactéries, ils les font tremper dans le chlore. Hygiénistes, ils le sont. C'est ça, les fameuses poulets au chlore. Ah bah, c'est bien ça. Et donc, en les mettant dans le chlore, évidemment, il n'y a jamais de risque d'avoir une maladie. Sauf que le poulet, dans le chlore, c'est pas génial. Mais... Alors Yves, ça a été une polémique un peu absurde quand même. Tout ce que vous venez de me raconter là, je trouve incroyable. Mais ça veut dire que on s'est quand même inventé des peurs quand il y a eu les accords commerciaux transatlantiques, à nous dire qu'on allait voir débarquer du poulet au chlore dans les supermarchés. Oui, pour autant, quand on va débarquer du poulet d'Ukraine, à un moment donné, dans des fermes qui produisent... je connais une ferme en Ukraine qui produit 30 millions de poulets par an. On appelle ça une ferme, c'est une série de bâtiments, il y en a peut-être une trentaine de bâtiments, avec des salariés à vie dans les bâtiments à un moment donné, qui élèvent des poulets de manière intensive. Ils produisent 30 millions, c'est-à-dire autant de poulets que les 800 éleveurs de louer, 850 éleveurs de louer qui élèvent des poulets, puisque j'en ai d'autres qui élèvent des poules pondeuses, ce qui permet d'aller en parler des œufs aussi. Mais voilà, donc un seul producteur produit autant que 800 producteurs de louer. En Ukraine. Donc on parle pas... Ouais, mais enfin, il les met pas dans le chlore. Il est peut-être pas dans le chlore, mais c'est quand même pas génial. Oui, mais on peut pas dire d'un côté. Vous avez vu ce label rouge et la façon dont les Français ont parfaitement compris ce que c'était. Exact. Mais aussi parce que vous avez respecté le truc, c'est-à-dire que... on n'a rien changé. Voilà, c'est ça. Et on peut pas dire ça d'un côté et dire d'un autre côté qu'on va se faire avoir par du poulet au chlore. Peut-être, mais il y a malgré tout le coût. Aujourd'hui, 40% de la consommation des poulets en France sont des poulets d'importation qui viennent de Pologne, qui viennent d'Ukraine, qui viennent un peu du Brésil, qui viennent un peu de Thaïlande, qui viennent un peu partout, qui viennent de Hollande, et qui sont des très intensifs, très intensifs. Oui, mais c'est le prix, ça. Oui, c'est le prix et c'est la restauration collective aussi, beaucoup la restauration collective. Quand les consommateurs choisissent, à une époque, je m'étais permis de dire ça, je préférais ma mère à mon maire parce que quand ma mère décide de manger un poulet, elle prend un poulet label rouge. Quand c'était mon maire, c'était pas le cas. Maintenant, c'est le cas. Mon maire, maintenant, met des poulets label rouge à la cantine des enfants. Tant mieux. C'est où déjà, d'ailleurs? C'est Loué, c'est le folle qui s'est décidé à le mettre en ce serait incroyable que le maire de Loué, c'est dans la Sarthe, c'est ça? Oui, voilà, ça. Tous les maires de la Sarthe doivent... Et il a connaissait l'agriculture, il était passé par le ministère. Mais... je comprends. Mais cette question du prix, c'est quand même... et j'imagine que vous en avez beaucoup discuté, par exemple, avec Michel-Édouard Leclerc. Exact. Il y a quand même... je veux pas rentrer dans ces débats de protéines animales, végétales, machin. Bref. Les protéines, quand même... vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un moment où il y a un coût, mais c'est 4 euros du kilo, 5 euros du kilo. On dira que les gens comptent. Mais 5 euros du kilo pour un kilo de poulet qui a été élevé pendant 3 mois, qui court dehors, c'est rien. Et moi, je me pose encore la question, comment on fait pour les vendre aussi peu cher, nos poulets? Même si un poulet industriel vaut 2 euros. Mais comment pas cher du poulet à 2 euros le kilo? Donc, un poulet entier. Les ukrainiens, là, par exemple, les poulets entiers, quand ils sont entiers, quand ils sont découpés, c'est toujours un peu plus cher, parce qu'on sort la carcasse. Mais à un moment donné, donc 2 euros du kilo, c'est pas possible. Il faut à un moment donné que les gens réfléchissent. On peut pas à un moment donné manger des protéines animales moins chères que des poivrons. C'est pas possible. Bonne image. Ouais, bonne image. Alors, les relations avec la grande distribution? C'est des relations qui sont... on est totalement dépendants les uns des autres. Ils sont aussi dépendants de nous. J'explique souvent, avec LDC, qui est mon partenaire industriel, avec les distributeurs que je connais bien, même Michel-Édouard Leclerc, quand il est venu nous rencontrer, visiter nos élevages. Je leur dis souvent, vous savez, les deux personnages qui comptent, les deux seuls personnages qui comptent, c'est le producteur et c'est le consommateur. Tout le reste, nous tous, à côté, on n'est pas indispensable. On est nécessaire, mais pas indispensable. Celui qui décidera d'acheter, c'est le consommateur. Celui qui va produire et qui va faire la différence de la qualité de la production, c'est le producteur. D'accord. Le reste, c'est du mal nécessaire. Donc, c'est vrai que si un distributeur ne met pas nos produits devant les yeux des consommateurs, on va pas le vendre. Donc on a besoin des distributeurs, ils ont besoin de nous parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir des produits de qualité. Donc on est obligé de s'entendre. Tous les ans, on est obligé de s'entendre. Le mois de février est un mois très intense pour tout le monde. On se pose toujours la question de savoir comment on va s'en tirer. Et on s'en tire plus ou moins bien, ça dépend des années. Il y a des moments où c'est très pénible. Et est-ce que ça a changé là? Est-ce que tout ce que vous venez de me décrire en termes d'efforts que vous faites pour le bien-être animal, est-ce que année après année, sur ces dernières années, par exemple Yves, vous avez vu une évolution des relations, des acheteurs dans les box, là, comme ils disent?
fait, j'ai jamais considéré qu'on était indispensable. On est une très belle marque, les consommateurs nous aiment beaucoup, ils disent beaucoup de bien de Loué. D'ailleurs, on les invite à venir nous visiter quand ils veulent. Mais pour autant, on n'est pas indispensable. Un distributeur qui ne voudrait pas nous garder, ne nous gardera pas. S'il décide de pas nous garder, il nous mettra dehors. Ce qui serait un drame, puisque à ce moment-là, on ne toucherait plus le consommateur. Alors, dans les box, c'est que parfois très pénible. Et moi, je raconte jamais tout à fait tout ce que j'ai pu voir dans les box, mais on est toujours là. Ça fait 25 ans que je suis à Loué. Faudra l'écrire un jour. Non. Un jour, faudra écrire 25. Ah, mais si. Non, parce que nous, on sait pas, en fait. C'est ça, le truc. Mais pour autant, c'est un rôle normal. Les distributeurs sont dans une concurrence dingue. Quand on regarde la concurrence qu'ils ont entre eux. C'est des centimiers aussi. Mais aussi, c'est des centimiers à leur niveau. C'est-à-dire qu'on est dans un système de concurrence totale pour l'intérêt d'un interlocuteur, le consommateur. Qu'on se trompe pas, c'est le consommateur qui va faire la survie ou la disparition des filières. C'est que le consommateur. Donc, et c'est là où c'est peut-être un peu sévère de les considérer comme un mal nécessaire, parce que le distributeur qui optimise toute sa logistique pour pas trop peser sur tes coûts, justement, et arriver quand même avec des prix assez bas devant le consommateur. Mais je me considère moi aussi comme étant un mal nécessaire. Puisque c'est pas moi qui produis les poulets, c'est mes éleveurs. Donc moi j'organise le système. Mais c'est ce que je veux dire par rapport à ça. On est dans une économie de subsistance à ce moment-là. Non, mais on est dans une rencontre entre un producteur et un consommateur. C'est ce que je voulais dire, c'est la chose la plus magique, c'est quand le consommateur prend conscience qu'il y a un producteur au départ, un producteur qu'il identifie, puisqu'il y a le nom dessus, l'étiquette, il peut le rencontrer. Donc ça, c'est assez magique. Ce moment-là est assez magique. Et le distributeur est indispensable, évidemment. Comment est-ce qu'on résiste? Parce que t'as beau tout faire, vous aussi, vous subissez les injonctions des activistes aujourd'hui, les injonctions des gouvernements qui à un moment font quelque chose. Une injonction par jour, comment ça se fait? Quelquefois, c'est bien plus qu'une par jour. Il y a des moments où on ne sait même pas comment répondre à toutes les questions qui peuvent nous venir. Il y a quelquefois des choses qui nous arrivent d'ONG qui sont assez étonnantes. Et pour autant, moi, je cohabite énormément avec les ONG dites welfaristes, CWF, LFDA, donc ça c'est de Louis Schweitzer et d'autres, OABA, etc. Et on a mis en place de l'étiquetage sur le bien-être animal qui est très performant, qui est très bien fait, et qui est plutôt une bonne réponse à un moment donné aux consommateurs qui s'inquiètent vis-à-vis du bien-être animal, puisqu'on fait étiqueter le bien-être animal sur nos volailles. Donc on peut arriver à construire ensemble, à partir du moment où on s'écoute. Donc on ne peut pas s'écouter avec tout le monde. Il y en a certains qui à un moment donné sont abolitionnistes. Si on est abolitionniste, c'est qu'on ne veut plus élever des animaux. Oui, voilà, c'est ça, abolitionniste, ça veut dire qu'il n'y a plus de... L'élevage d'animaux est impossible, c'est interdit, il ne faut pas le faire parce que c'est pas bien pour la planète, c'est pas bien pour les animaux. Moi, j'exploite des animaux. J'essaie de les exploiter le mieux possible, j'essaie de bien m'en occuper, donc je ne pourrais jamais cohabiter avec un abolitionniste. Et je comprends qu'il puisse l'être, c'est ça. Si c'est comme ça qu'il pense, moi j'ai pas de problème, qu'il me laisse penser comme je pense. D'accord. Ouais. Mais il y en a un certain nombre avec lesquels on peut dire... Absolument. Il y a des gens avec lesquels on peut vraiment travailler. Et le bio, alors... nous, on est bio historique. En fait, la bio depuis 1995, avant que ce soit devenu une espèce de truc magnifique, la bio, il y a bio et bio. Il y a de l'importation. C'est-à-dire que, Yves, tu dis la bio. Ouais. Et ça, parce qu'en fait, j'ai compris ça, je crois en parlant avec le fondateur de Biocop. En fait... C'est tout un système, effectivement. Exact. Voilà. On peut avoir des productions biologiques qui sont produites à partir de céréales qui viennent d'Ukraine et de soja qui vient de Chine. Et pour autant, les consommateurs pensent manger un produit local. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a des productions qui sont extrêmement bien faites en agriculture biologique et qui font du bien à l'environnement, parce que de toute façon, la première chose que fait l'agriculture biologique, elle fait du bien à l'environnement. On peut pas contester ça. Mais par contre, sur tout le reste, la production locale et sur le coût carbone et sur les transports, à un moment donné, parfois on peut discuter. Donc il faut être hyper cohérent. Je pense que le mot le plus important pour les prochaines années, et moi j'approche, je suis pas encore à la retraite, mais je commence à avancer dans l'âge, le mot le plus important, ce sera le mot être cohérent. Il faut qu'on soit cohérent. Les mots, il y a plein de gens qui utilisent des mots aujourd'hui, mais qui utilisent n'importe comment. La cohérence, à un moment donné, elle se voit sur l'ensemble d'un acte, pas sur juste un discours. Les œufs, j'ai entendu, là, il n'y a pas assez d'œufs bio. C'est-à-dire, en fait, on est pris, nous, consommateurs, d'une folie pour les œufs bio. C'est vraiment le truc qui... Non ? Ouais, il y a même eu des excédents assez importants. Novembre, décembre dernier, il y a de la bio avec des bâtiments immenses. Il y a de la bio faite en Italie avec des bâtiments de 100 000 poules. Il y a de la bio. Ce qu'il faut regarder, c'est... 100 000 poules ça existe, ça peut exister. Donc, en Italie, pas en France, mais en France, il y a des bâtiments de 20 000 poules. Elles ne courent pas, celles-là, les 100 000 poules. Elles doivent courir un peu, mais je sais pas trop où. Mais voilà, nous, on limite la taille des bâtiments. C'est des biofermiers. Donc, là aussi, il faut creuser un peu, essayer de comprendre un peu. Non, il y a de la production bio suffisante. La consommation bio a beaucoup progressé parce que les distributeurs ont fait d'énormes efforts pour prendre des marges très faibles. Donc, contrairement à l'image qu'on en a sur les œufs, entre autres, je ne parle pas de toutes les productions, mais sur les œufs, c'est le cas. C'est qui le patron ? C'est qui le patron, c'est plutôt une bonne démarche, parce que à la base, il est malin, Chaban. Il a compris à un moment donné qu'il y a un problème. Plus que malin, il est génial. Franchement, il est génial. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et il fait une promesse qui dit, moi, je m'engage que sur un cahier des charges qu'on aura défini avec des consommateurs, on va rémunérer mieux le producteur. Eh bien, il le fait.
Il rémunère bien le producteur. Il rémunère mieux le producteur, c'est très clair. Et il l'a fait sur le lait parce qu'il y avait un problème sur le lait. Il l'a fait sur d'autres productions. Vous travaillez avec... Alors, moi, pas directement, mais dans le groupe LTC, il y a la partie œuf est faite par l'entreprise d'une fille qui s'appelle l'œuf et qui travaille avec lui de manière remarquable. Moi, je conteste absolument pas que ce soit une bonne démarche. On peut avoir du commerce équitable autrement. Moi, je considère que chez nous, c'est aussi du commerce équitable. On a réussi à maintenir des rémunérations à nos producteurs, auprès de nos producteurs suffisantes à un moment donné pour être fiers de ce qu'on fait. Ouais, voilà, c'est pas des trucs extraordinaires. Ouais. Un agriculteur, on le fait jamais rouler en Porsche. Ça n'existe pas, ça. Et ils sont incroyables, nos agriculteurs. Et moi, chaque fois qu'un auditeur rencontrera un agriculteur, il faut lui dire merci. Ce sont quand même des gens qui se tuent au boulot pour des salaires de misère et qui en plus ça souvent la banane, sourient du matin au soir, ils croient au futur alors qu'on les traite particulièrement mal. Et ce sont les seuls qui ont encore une notion du temps qui fait et du temps qui passe. Nous, on est sur nos smartphones, il faut que ça passe à toute vitesse, on zappe à toute berzingue. Eux, ils savent qu'ils sèmeront au mois de novembre pour récolter au mois de juillet. Nous, on a oublié ça. D'ailleurs, si je vous interroge sur le temps qu'il fait aujourd'hui, la plupart des gens vont dire il fait pas très beau aujourd'hui, il a fait froid. Mais les gens ne se sont même pas rendus compte qu'on est en sécheresse actuellement. Donc on est en sécheresse relativement grave depuis un mois et demi, il n'a pas plu. Oui, mais on s'est tous réveillés ce matin avec le froid dans les vignes, avec... Moi, j'ai entendu ce matin un planteur d'arbres fruitiers qui était en larmes. Parce qu'il a tout perdu là, avec le coup de gel de cette nuit quand même. Donc là, on le sait. Mais alors, ma question est partie. C'est tellement passionnant et ça part tellement dans tous les sens que ma question est partie. Oui, voilà, pour finir. Un sentiment de revanche quand même sur cette année dingue. C'est-à-dire que à un moment, là, quand tout s'est arrêté, quand tout s'est confiné, quand tout s'est... On était là, oui. Voilà. On était là. Nous, on était là. Et surtout... la dimension industrielle, elle était là. Alors, la dimension industrielle, en tout cas, l'ensemble de la chaîne a tenu, puisque mes producteurs sont des petits producteurs, mais l'ensemble de la chaîne a complètement tenu, avec des gens qui étaient vachement fiers de le faire. D'ailleurs, qu'on n'a pas particulièrement applaudi d'ailleurs, mais le gars qui, à un moment donné, s'occupe de conditionner les œufs, fermer des boîtes d'œufs toute la journée, à un moment donné, il était là. Il n'a pas manqué. Il a eu les mêmes peurs que les autres. Ils ont entendu les mêmes messages inquiétants sur ce qui allait se passer. Ils étaient là. Est-ce que vous le vivez ça a tenu, moi je suis très fier de ça, et je trouve que, en plus de ça, les consommateurs ont été rendez-vous. Réellement, et je crois d'ailleurs le fait d'être resté en contact avec une réalité économique leur a permis de mieux passer la crise. A posteriori, quand on a vu le temps passer, on s'est rendu compte qu'ils avaient été beaucoup plus solides que ceux qui s'étaient retrouvés totalement isolés. Moi, je connais des gens qui sont isolés avec le télétravail parce qu'il est rendu obligatoire et qui ne sont pas bien du tout. Bien sûr, et puis on s'est rendu compte, nous, de l'importance, tout à coup, qu'il ne suffisait pas d'aller dans un supermarché pour trouver un poulet, quoi. Mais on oubliera aussi vite, vous inquiétez pas. Ça va très très vite. À un moment donné, ça tient quelques temps. Le poulet ukrainien à 2 euros, là, oui, quand les gens auront un arbitrage à faire, ils le feront malheureusement dans le mauvais sens, mais pas tout le monde, certains resteront. Yves de la Fouchardière, le directeur général des fermiers de Loué, était notre invité sur Bismart. Jean-Yves de la Fouchardière, donc le directeur général des poulets de Loué. Le travail et le bonheur au travail, dans la deuxième partie sur Sud Radio. On repart les amis, on repart. Alors RH et emploi d'ailleurs, pour terminer pour cette dernière demi-heure de Bismart. Julie Chenching est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Stéphane. Fondatrice de Bloom at Work. Et alors, c'est pas, on enfonce des portes ouvertes, et je pense que même Alors justement, j'avais envie de vous poser la question de commencer. Donc l'idée, c'est essayer de mesurer l'engagement des collaborateurs. Vous considérez que le bien-être des salariés est en danger en ce moment, Julie ? Oui, tout à fait. Vous avez... C'est violent comme phrase, Enfin, quand je l'ai vu écrite comme ça, le bien-être des salariés en danger. C'est violent, mais ça correspond tout à fait au ressenti. En fait, aujourd'hui, il y a près de la moitié des salariés qui se déclarent en état de détresse psychologique. On ne peut pas dire que ça va bien. Qui dit... Alors, oui. Qui dit ça ? C'est une étude d'empreinte humaine qui est sortie il y a quelques semaines. Et vous avez regardé la méthodologie, tout ça. Je me méfie de ce... Non, vraiment, Julie, je suis désolé, je comprends le truc. Je suis d'accord avec vous. Mais on passe 10 coups de fil et on fait un communiqué de presse en disant, parce que sur les 10, il y en a 5 qui ont dit je me sens en danger, et on dit 50% des salariés sont en danger. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il faut prendre toujours ces études avec des pincettes, qu'on peut, selon l'échantillon, selon ce qu'on fait dire aux gens... Ça paraît énorme, en fait, voilà, comme chiffre. Je suis d'accord. Je dis ce chiffre parce qu'il correspond aussi au ressenti que nous, on va observer chez Bloom at Work, chez nos clients. Et concrètement, je pense que le fait que le télétravail soit généralisé, que les employés se sentent seuls chez eux depuis maintenant 1 an, une année entière, à bosser tout seul. Parfois, ils ne sont pas tout seuls parce qu'encore pire, ils ont des enfants dont ils doivent s'occuper. Oui, bien sûr. Voilà, toutes ces situations font que c'est compliqué en ce moment pour eux au travail. Et nous, on le voit aussi auprès de nos clients. Moi, j'ai vu un indicateur qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, mais la Tech US est en train de retourner au boulot, là, au bureau, c'est-à-dire, mais des annonces. Doucement. Doucement, mais enfin, Facebook, ils avaient été les premiers, il y a 1 an, à nous dire, écoutez, les mecs, c'est fini.
Voilà, et puis nous, ça nous arrange parce qu'on peut prendre des gars dans le Dakota et on les paye moins cher que dans la Silicon Valley. Et en fait, là, ils sont en train de rouvrir tranquillement, etc. C'est pas tenable. Ça veut dire que c'est compliqué, le full télétravail. Il y a des aspects positifs. On a pu le voir sur, par exemple, le sentiment d'autonomie qui a été renforcé et qui a été très positif chez beaucoup de collaborateurs. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a perdues, et notamment tout l'informel, tout ce qui se passait dans les couloirs, autour de la machine à café, toutes ces choses-là qui créaient la circulation de l'information, des communications un peu différentes, de la productivité également, puisqu'à distance, on a vu qu'on a réussi à prendre en main des outils numériques formidables très rapidement, et ça, c'était super. Mais ça fait pas tout, et parfois un tableau blanc, un stylo, c'est quand même beaucoup plus efficace. Ça, on verra. Il faut attendre un peu parce que c'est compliqué à mesurer la productivité. On verra à l'arrivée si on a gagné, si on a perdu, qui a gagné, qui a perdu. Mais je pense, tiens, d'ailleurs, il va venir nous voir jeudi. Eric Albert, le fondateur de YouSide, qui rejoint d'ailleurs le formidable groupe SIA Partners, qui m'avait dit, mais il y a plusieurs années, il m'avait dit, dans la société de la connaissance, discuter, c'est produire. Ça, c'est vrai. Et cette phrase prend tout son sens là dans. Et c'est d'autant plus vrai avec les entreprises de services et tous les business qui sont basés sur l'humain en fait. Et c'est ça aussi, je pense, dont prennent conscience les entreprises, notamment celles qui retournent au bureau, c'est qu'il y a des choses qui ne se font que par le biais de la discussion, de l'échange, de l'inattendu en fait. Et on ne va pas pouvoir le prévoir quand on va envoyer une réunion Zoom à son collègue en disant c'est là qu'on aura la bonne idée. Parfois, ça ne se passe pas comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement, Julie? Donc, Bloom at Work. Pas raconter ce que faisait et ce qu'était Bloom at Work. Donc on est une société. C'est une technique parce que comme ça évite le pitch par cœur, etc. On est une société qui a été créée il y a 4 ans. Notre mission, c'est de mesurer et d'améliorer surtout le bien-être au travail. Donc ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va envoyer des sondages réguliers à tous les collaborateurs des entreprises chez qui on travaille. On va leur demander comment ils se sentent sur plein d'aspects différents, tous liés au bien-être au travail. Et à partir de leur réponse, on va produire des analyses mises à jour en temps réel pour les RH et pour les managers, et associer ces analyses à des idées de recommandations, d'actions à mettre en place très concrètement et de façon très ciblée dans l'entreprise en fonction des situations qu'on rencontre. Quels sont les écueils quand on fait ce type de sondage ? Alors l'écueil principal, c'est de s'en remettre complètement aux chiffres. Des chiffres, ça ne dit pas tout, c'est des statistiques. Alors nous, on a des questions fermées, donc les personnes se positionnent sur une note de 1 à 5, par exemple. D'accord. Et ça, se dire que j'ai eu 7,5 sur 10, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est super important de suivre l'évolution de ces indicateurs pour voir quelle est la tendance, dans quelle dynamique on se situe. Mais ce qui va être encore plus important, c'est de capter aussi le ressenti qualitatif. Donc ça, c'est ce qu'on permet aussi de faire, c'est-à-dire de permettre aux collaborateurs d'ajouter un commentaire. Par exemple, s'ils se plaignent de la mauvaise ambiance de travail, ils vont pouvoir y associer une idée d'action à mettre en place pour que ça s'améliore, ou y associer une piste d'explication. Par exemple, en ce moment, il y a des travaux, donc j'arrive pas à me concentrer. Et ces choses-là, ça va vraiment permettre de capter tout le contexte et tout le ressenti qualitatif des collaborateurs, au-delà de statistiques, comme vous le disiez au début, début de l'émission, un peu froide. Mais la façon dont vous les sollicitez, c'est-à-dire, d'abord, quelle proportion des salariés que vous sollicitez répondent ? Alors, c'est là où on voit que ça fonctionne, c'est qu'on a à peu près les 2/3 des salariés qui répondent dans la durée. Je ne vous parle pas du moment du lancement où tout le monde est super content d'être sollicité et répond. Tout le monde est content d'être sollicité au départ. Bien sûr. Quand on vous demande votre avis sur votre situation au travail, vous êtes heureux de le donner en général. En fait, j'imagine des situations où parfois c'est à ce point difficile qu'en fait tout discours venant de la direction est automatiquement rejeté. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils cherchent encore à nous manipuler, quelque chose comme ça. C'est possible. C'est des situations qu'on peut rencontrer, des craintes en tout cas auxquelles on peut faire face au début. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on se positionne comme un tiers de confiance. On va garantir l'anonymat des répondants. On va garantir d'arriver avec une certaine expertise, un recul aussi, puisqu'on n'est pas partie prenante dans la situation. Donc c'est justement le fait de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui va mettre en confiance les salariés et ils vont se dire « Ah ok ». Et donc ça veut dire, vous vous présentez, Julie, ou c'est les RH qui disent « Vous allez recevoir une enquête de Bloom at Work, etc. et tout », ou c'est vous qui vous présentez spontanément auprès de... Ça, c'est super important. C'est les deux. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on demande à un sponsor dans l'entreprise, donc le directeur général, le DRH, de présenter le projet, souvent en vidéo ou en visio, encore mieux. Et nous, en complément, on va proposer des webinars ou des formations en présence quand on peut, pour notamment répondre aux questions qu'auront les collaborateurs et les managers qui vont aussi animer le dispositif. Donc ça veut dire qu'on s'installe dans un temps long, en fait. Complètement.
Complètement. On ne va pas changer le bien-être au travail en 2 semaines. Ça, c'est impossible. Voilà. Et c'est notre conviction. C'est vraiment une démarche long terme. Ça prend du temps, ça se construit brique après brique, mais ça porte ses fruits durablement. Et d'où effectivement cette préparation en amont, qui peut paraître un peu fastidieuse, prendre du temps, etc. et tout. C'est sans doute plusieurs semaines de préparation, non Non, pas plusieurs semaines. Quand même pas, non. En 1 mois, on arrive à faire la communication de façon efficace, mais ce qui est important, c'est que les collaborateurs mettent des visages sur Bloom at Work, sur qui on est et pourquoi on vient ici. Alors après, il y a un autre élément, moi, qui m'intéresse, c'est question de génération, c'est que à chaque fois, on nous dit, alors d'abord, il faut que ce soit sur le portable, sur le mobile, oui, c'est sur le portable, sur le mobile. Nous, c'est par email, donc ça peut être aussi sur votre ordinateur si vous préférez. Et voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est-à-dire que ça peut être un mode de communication classique, on n'est pas obligé, j'ai l'impression que c'est l'heure de la gamification absolue de l'ensemble des messages de l'entreprise. Et moi, qui ai plus de 50 ans, non. Alors c'est intéressant que vous voyez l'ordinateur comme gamifié. Non, mais parce que non, mais vous le dites, c'est par email. Il y en a plein, c'est pas par email. Il y en a plein, c'est à travers une app, etc. Parce que vous êtes nombreux sur le secteur, mais ça, on va y venir pour la toute fin. Mais voilà, ça aussi, c'est un élément important quand même. Alors c'est important parce que j'imagine que certains acteurs choisissent de gamifier l'expérience pour en faire un jeu. Énormément. Nous, on considère que c'est pas un jeu, que c'est un sujet très sérieux. Donc on en parle sur un ton simple, ludique. Mais on ne va jamais dans le jeu ou dans le défi. On sépare vraiment les deux sujets parce qu'on parle quand même du bien-être de collaborateurs. On traite aussi les risques psychosociaux qui sont quelque chose de très sérieux et de pas drôle du tout. Donc c'est pour ça qu'on essaye de créer une expérience très engageante sans pour autant qu'elle soit réductrice à un jeu ou réduite à un jeu. J'aime beaucoup cette réponse. Voilà. Alors, et vous parlez de risque. C'est un nouveau risque pour les entreprises. Complètement. Ce qui se développe avec le télétravail, c'est un nouveau risque pour lesquels elles n'ont pas d'outils. Ou peu. Voilà, peu. Les RH un peu, les directions des risques, alors ça je peux vous le dire parce que je travaille avec elles, aucun. En fait, c'est quelque chose de très nouveau. Complètement. Il y a un truc à construire là pour vous. On est en train, on est en plein. Il y a les outils, comme vous avez dit, les outils numériques, les solutions qu'on apporte, Bloom at Work en est une. Il y a aussi les outils managériaux et concrètement, là, ça fait des mois maintenant que les directions RH ont compris qu'il faut équiper les managers, qu'eux-mêmes n'ont pas ces outils-là dans leurs mains aujourd'hui pour qu'on arrive à répondre aux collaborateurs, à les animer, à leur donner du sens et de la vision. Et ça, c'est très nouveau de le faire ça à distance. Ils sont... D'accord, ils sont allants, les managers, pour rentrer dans cette nouvelle dimension de leur travail? Ils n'ont pas trop le choix, en fait. C'est leur rôle. Ça, c'est une mauvaise réponse. C'est leur rôle. Non, mais c'est le rôle du manager de demain. En fait, si on veut manager une équipe demain, il faut être capable de l'embarquer, de lui donner du sens, et ce, même en visioconférence. Et donc, c'est pour ça que c'est essentiel aujourd'hui de les former, de les équiper et de les accompagner, ces managers. Vous êtes très nombreux. Très, très nombreux sur le secteur, là. Comment est-ce que vous voyez les choses? Enfin, il va y avoir de la consolidation. Je suis ravie que vous m'en parliez parce qu'on est très nombreux, mais on est très complémentaires aussi. On a lancé il n'y a pas longtemps le Bootcamp du bien-être au travail. C'est une opération qui réunit 13 partenaires sur le secteur du bien-être au travail. Oui, mais Julie, les salariés ne peuvent pas être sollicités par 13 applications différentes et par 13 boîtes différentes. Eh bien oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, tout l'objectif va être de répondre au mieux, de choisir le meilleur prestataire ou partenaire pour les besoins qu'on a. On va chacun avoir des spécificités. On va tous s'attaquer à peu près au même problème, mais on ne va pas être pertinent dans les mêmes contextes. Et c'est comme ça qu'on se différencie aujourd'hui chez Bloom at Work. Et donc, gros boulot chez les RH pour vous connaître, auditer les solutions, voir leurs différences, etc. Oui, après, c'est aussi une question de confiance. Et on s'aperçoit que souvent, nous, on est recommandés par nos clients à de nouveaux RH qui nous font confiance. Et on se rend compte qu'en fait, en travaillant bien, on fait nos preuves et que c'est ça l'essentiel. Julie Chen-Ching, donc la fondatrice de Bloom at Work. On va rester d'ailleurs dans cette thématique, alors non plus du bonheur au travail, mais du bonheur de ceux qui aimeraient trouver un travail. Et en l'occurrence, je vais vous proposer de retrouver celui qui était venu nous voir il y a quelques semaines. Formidable Jacques Lamblin, ancien DRH, alors lui de grands groupes industriels, et qui maintenant s'est totalement dévoué à la cause de l'accès à l'emploi, notamment dans les Hauts-de-France. Vous allez voir énormément de solutions concrètes. Voilà pour terminer cette émission de Bismart. On se retrouve demain. Julie Chen-Ching, la fondatrice de Bloom at Work sur Sud Radio. On se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.